Là, on est dans le cuvage, où ça apporte plusieurs noms. C'est aussi le chai, c'est la cuverie, enfin voilà, c'est le siège des fermentations. Bonjour à tous, c'est Adrien. Vous l'aurez donc compris, pour cette troisième vidéo, on va parler avec Julien Merle de vinification nature, notamment de la cuvée Champ-Blanc, qui est à découvrir dans le coffret du mois d'août sur jusdelavigne.fr. Bonne vidéo. Historiquement, on vinifie du gamay. C'est un cépage noir avec un jus blanc. Le nom littéral du gamay, c'est gamay noir à jus blanc. Théoriquement, on peut faire du vin blanc avec du raisin rouge. C'est pas très qualitatif, c'est pas très bon. Donc on s'est vite aperçu, et de façon empirique, qu'il fallait le faire macérer pour qu'il devienne rouge et qu'en fait, la toute petite proportion de couleur qui était contenue dans la peau migre dans le jus et nous fasse du vin rouge. Donc c'est pour ça qu'on a des cuves de macération. Historiquement, au Beaujolais, depuis quelques décennies, on a opté pour le béton et ouais, c'est un petit peu la marque de fabrique régionale, quoi. Donc on a eu des cuves en béton de macération. C'est un peu la mode, c'est un peu cyclique, le béton revient en force maintenant partout en France. Et après il sera en désamour d'ici quelques années, mais nous on est, enfin voilà, moi j'ai pas changé ma façon de faire. Sur 7 hectares 24, j'ai 1 hectare de chardonnay et tout le reste c'est du gamay. Je fais le grand parcellaire Champ-Blanc, mais après je fais pas de micro-parcellaire sur les parcelles satellites autour de l'exploitation. Je fais 2 cuvées, Champ-Blanc et Philibert. J'étais vigneron en agriculture chimique. Mon conditionnement, c'était cette vision paysanne que j'ai de mon métier. Et en fait, j'ai commencé à me dire, à déconstruire tout ça en me disant, mais un paquet de levure de 500 grammes, parce que c'est comme ça qu'elles sont conditionnées. À l'époque, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté maintenant, mais à l'époque, ça valait 25 €, 30 €. Pour chaque cuve, tu fais 10 cuves, ça coûte 300 € de... Et en fait, c'est par radinerie que je suis arrivé à faire des vins nature, quoi. Et voilà, les enzymes, la plupart des vignerons conventionnels, chimiques, utilisent des enzymes. Une enzyme, c'est un catalyseur. D'un point de vue purement physique, la réaction peut se réaliser sans enzyme, quoi. Donc j'ai intellectuellement accepté de faire des vins sans rien. Et j'ai décidé de les accompagner jusqu'au bout en disant, bah voilà, ils sont différents, enfin en tout cas différents du standard, mais vachement plus proches finalement historiquement de ce qu'est le vin, de façon originelle, parce que le vin il y a 70 ans, bah, il n'y avait pas de levure sèche sélectionnée, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc en fait je fais du vin comme mon grand-père, quoi. Et je ne veux surtout pas souffrir et souscrire à cette mode qui voudrait que c'est les temps modernes qui ont inventé le vin naturel. Le vin naturel, c'est le vin de toujours, c'est la normalité, enfin ça devrait être la normalité, par rapport aux vins qui sont très technologiques. Et pour faire un parallèle avec l'agriculture chimique, c'est que le vin, on ne vous en parle jamais non plus. Il y a presque 200 intrants qu'on peut intégrer dans le vin chimique, et on ne vous en parle pas. On ne vous en parle jamais du bitartrate neutre de potassium qui sert à désacidifier. On ne vous parle jamais de ce qui sert à acidifier. On ne vous parle jamais de la flash pasteurisation, ni de l'osmose inversée. Voilà. Ça, c'est le monde off, c'est le monde du vin dont on ne veut pas vous parler, mais qu'on camoufle sous le mot tradition. J'ai commencé à faire des vins naturels par étapes, en déconstruisant, déjà par les levures, j'en parlais précédemment. Ensuite, je me suis aperçu que moins je mettais de sulfite et plus j'aimais mon vin. Plus le vin il mûrissait, il avait cette capacité presque de résilience, comme des fois quand ça foirait un peu. En fait, les vins nature, ils ont cette capacité d'auto-guérison, ils se soignent. Il faut juste être patient, quoi. Et puis c'était vachement digeste, et puis je me suis mis à en boire plus. Je me suis dit, c'est vachement mieux pour le lendemain. Et puis voilà, puis finalement, je suis passé vraiment de ce côté-là, quoi, en douceur. Et puis j'ai rencontré les bonnes personnes en Beaujolais qui m'ont fait goûter des choses, parce que j'avais la prétention de faire du vin quand j'étais en agriculture chimique, et que je mettais des trucs dans le pinard. Puis après, j'ai goûté du vin. Et j'ai dit, ah, alors ça a le même mot, enfin c'est le même nom, mais c'est vraisemblablement pas du tout la même chose. Et je me suis rapproché de ce qui me plaisait le plus, quoi. Et on évolue de façon graduelle avec des rencontres et avec des dégustations. Et voilà, j'ai avancé comme ça, quoi. Le chantier de vendange est exclusivement à la main. Ça aussi, c'est un point très très sensible. En Beaujolais, normalement, on est censé vendanger à la main. Mais maintenant, il y a plus de 50% du ramassage qui se fait à la machine. Mais après, pour le rendu final, c'est pas du tout la même chose. Donc nous, on vendange qu'à la main.
Ensuite, on achemine les raisins ici. Donc on arrive ici dans cette pièce et devant moi, on recule en fait les raisins jusque dans la trémie du tapis roulant. Et ensuite, le tapis roulant va donc monter les raisins dans les cuves. Il y a un autre tapis roulant au-dessus qui va permettre de redistribuer les raisins dans les cuves. Il est mobile et il est sur des rails, donc il me permet de remplir jusqu'à la 8e cuve là-bas. Le cuvage a été construit par mon grand-père, a été aménagé par mon père et fini d'aménager par moi. Donc on remplit les cuves, souvent on commence par la 1 et puis voilà, on va dans ce sens. Et j'alloue les dernières cuves à la production de Nathalie, parce que Nathalie est indépendante sur sa production. Ensuite, on fait des macérations en fait, d'une quinzaine de jours sur les cuvées de champ blanc. Quand les sucres sont quasiment terminés, que l'activité levurienne baisse dans la cuve, il est temps de le presser, puisqu'on vendange en grappe entière. Il y a encore 80% du jus qui est renfermé dans les baies. Et à ce moment-là, en fait, on va vidanger une partie du liquide, puisque le raisin baigne dans son propre jus dans la cuve. Et puis on va vidanger les raisins, on va transvaser les raisins de la cuve jusque dans le pressoir pneumatique qui est là-haut. Ça fait des pressurées très douces. Donc on travaille avec très peu de pression. Il est en hauteur, comme ça je peux faire une vidange gravitaire. Tous les déchets, j'appuie sur le bouton, hop, ça descend. À ce stade-là, les raisins vont être pressés et tout le jus qui est à l'intérieur va être libéré. Donc tout le sucre potentiellement qui est encore à l'intérieur va être relibéré. Donc on a une résurgence de l'activité levurienne, donc de la fermentation alcoolique, et là ça va se terminer. Et ensuite, on va enclencher les fermentations malolactiques, qui sont une désacidification naturelle du vin, qui sont l'étape obligée dans les vins. Et si on ne la fait pas, ça veut dire qu'on met des sulfites. Et pour moi, un vin de nature, c'est sans sulfite. Enfin, en tout cas, dans ma perception, dans ma façon de faire le vin, pour moi, c'est 0,0. Je l'explique très facilement. Pour moi, le 0 en sulfite, il est facile, parce que les vins, ils ne sont pas filtrés. Dès qu'on a des notions, des envies esthétiques sur le vin, je fais souvent le parallèle entre l'épiderme de notre peau et le vin. Si vous lavez tout le temps votre peau avec du savon, au bout d'un moment, votre peau elle sera irritée. Vous serez obligé de mettre une crème pour la protéger. Le vin, à partir du moment où on va vouloir le nettoyer, donc enlever les impuretés, on va commencer à l'agresser, enlever tout ce qui permet sa conservation au naturel jusqu'au degré ultime, mais qui permet quand même une certaine phase de conservation sans dégradation. Et à partir de là, première filtration, on sera obligé de mettre 1 gramme à la mise, et ainsi de suite. Du raisin jusqu'à la mise en bouteille, tout se passe ici. On met en bouteille avec une petite tireuse à bec et une pompe à vide. Ça permet de ne pas mettre le vin en contact avec l'air, et l'étiquetage se fait là. Alors l'étiquetage, on fait ça un peu en dilettante. L'avantage de ma vision paysanne, c'est que les jours de pluie, on n'a pas envie d'aller à la vigne, on fait des bouteilles. Ou quand c'est caniculaire comme cet après-midi vraisemblablement, on fait des bouteilles. Donc il y a toujours un temps pour le conditionnement. On arrive toujours à faire rentrer ça dans l'emploi du temps. Pour moi, 90% de la qualité du vin, ce sera la qualité du raisin qu'on va rentrer. Donc pour être un bon vigneron, et du coup un bon vigneron bio et un bon vigneron nature, rien n'est dissociable, on doit être un bon agriculteur et ramener du raisin magnifique. À partir du moment où il y a du raisin magnifique dans la cuve, il n'y a pas de problème. Si vous avez du raisin pourri, sec, abîmé, il y aura des foyers, des agents pathogènes qu'on n'a pas désirés, des souches de levure qu'on ne voudra pas, et c'est là que ça commence à partir en cacahuète. J'envisage pas trop qu'on puisse faire des vins nature sans être un bon agriculteur et ramener une qualité de matière première top. C'est comme faire des vins nature avec des raisins non issus d'agriculture biologique. J'entends pas qu'on puisse faire démarrer des cuves en fermentation spontanée s'il y a eu des fongicides tout l'été dessus. Puisque l'essence même du fongicide, c'est de tuer tous les agents bactériens et levuriens. Donc pour moi, c'est impossible.